Bonjour à tous. Donc, je suis Christian Castaseya, je suis médecin aux urgences à l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter cette charte, donc comme l'a expliqué, qui est le fruit d'un travail d'un groupe pluridisciplinaire dont j'ai l'honneur d'être le porte-parole aujourd'hui. Euh, bon, tout le contexte, finalement, Pierre et Pablo l'ont déjà beaucoup évoqué, donc je vais très rapidement aller sur le détail de la charte. Juste rappeler que les objectifs sont à deux niveaux, bien entendu, au niveau du patient, et c'est l'objectif principal d'améliorer la prise en charge des urgences drépanocytaires et de fluidifier leur parcours, hein, depuis le préhospitalier jusqu'au sortir de l'hospitalisation, mais également que l'objectif pour les structures signataires est de les intégrer à un réseau de soins local qui est coordonné par un centre de référence, un centre de compétences, duquel ils pourront bénéficier de l'expertise. Cette charte, elle s'appuie sur trois piliers essentiels. Alors là aussi, ça a déjà été un peu dit, mais on le répète, c'est la formation continue, la formation des équipes médicales et paramédicales dans les services de soins non programmés, turnover important, équipes très nombreuses, et donc c'est important d'organiser et de répéter ces formations. Le deuxième axe, c'est l'élaboration de protocoles standardisés pour garantir aux patients une prise en charge à la fois rapide et conforme aux recommandations. Et puis une coordination renforcée, parce qu'on a l'impression que ça manque vraiment entre les différents acteurs de la filière de soins, et c'est vraiment un des objectifs essentiels aussi de ce travail. Donc cette charte, elle concerne plusieurs types de structures. Au niveau préhospitalier, tout d'abord, SAMU, SMUR, pompiers. L'idée, c'est quoi? C'est d'avoir des protocoles d'orientation territoriale des patients vers les structures signataires. Que les patients soient assurés que s'ils passent par le SAMU, s'ils passent par les pompiers, ils vont être orientés vers une structure qui fait partie du réseau, qui a signé la charte et qui pourra leur proposer une prise en charge de qualité. Un des autres points qu'on a soulevé à ce niveau-là, c'est aussi l'orientation des patients vers les urgences pédiatriques tant que le processus de transition n'a pas été formellement engagé. Ça a été soulevé un petit peu ce matin. Je sais que c'est un point qui pose régulièrement problème. Et ça a été rappelé par plusieurs membres du groupe de travail, et donc on l'a fait figurer dans la charte. Des protocoles, toujours, protocole de prise en charge préhospitalière. Protocole de transport, qu'est-ce que c'est? Bah, déjà, quand on a un appel d'un patient drépanocytaire, quel type de moyen on envoie? Une ambulance, les pompiers, une équipe paramédicale, une équipe médicalisée, un SMUR. Voilà, former les équipes et créer des protocoles en fonction de l'appel, du patient, de ses antécédents et de la plainte qu'il présente. Des protocoles de traitement de la douleur aussi, parce que ça peut être fait dès le niveau préhospitalier. Pour le moment, c'est trop peu fait. Il y a des protocoles qui peuvent être faits, bien évidemment, quand les équipes médicales sont envoyées, mais aussi quand c'est des équipes paramédicales qui interviennent euh, via des PISU notamment. C'est des protocoles de prescription un peu anticipés qui peuvent permettre à des personnels paramédicales, des infirmiers, d'administrer des traitements avant même l'arrivée à l'hôpital. Et puis des protocoles d'orientation. Alors, c'est quoi la différence transport, pardon, orientation? L'orientation, c'est une fois qu'on est avec le patient, où est-ce qu'on le conduit? Donc, on a vu déjà de le conduire vers des structures signataires, mais après, vers quel type de service? Est-ce qu'on l'emmène aux urgences ou est-ce que parfois on l'emmène directement dans un service de soins continus lorsque son état peut le justifier? Est-ce qu'on l'oriente vers une IRM s'il y a une symptomatologie neurologique? Bref, tout ça, c'est des choses qui, pour le moment, sont un peu sues, mais pas formellement écrites, et qui inquiètent les patients au moment où ils appellent et qui ont peur de ne pas tomber face à un interlocuteur qui connaît bien le problème. Les deux derniers points qui concernent les structures préhospitalières, c'est la désignation d'un binôme de référents médicaux. Et ça reviendra un peu pour tous les types de structures. On a jugé important, à travers cette charte, de dire qu'il faut quand même des interlocuteurs, des gens vers qui avec qui on peut communiquer, qui vont être en charge des formations, qui vont être en charge de l'élaboration des protocoles et qui vont permettre un peu la coordination avec l'ensemble du réseau. Et puis les réunions, parce que c'est bien d'établir une charte et de la signer et de se mettre d'accord à un instant T, mais encore faut-il que ça dure dans le temps. Et donc, il nous paraissait important de formaliser ça également, qu'il y ait des réévaluations régulières du dispositif et des réunions avec les associations de patients pour avoir leur retour. Voilà. Pour les services d'accueil des urgences, euh, les points, alors certains points sont en commun, les particularités, alors, ce qu'on a voulu faire figurer, c'est l'accueil des patients
de la zone géographique. Ça a été un point qui a été soulevé un peu par Pierre et aussi par Pablo. On a de plus en plus des patients qui, pour une raison ou pour une autre, souvent à cause d'une expérience un peu malheureuse dans un service proche de leur domicile, sont amenés à faire des distances de plus en plus longues par leurs propres moyens, en faisant appel à leur famille, au transport en commun, parfois en Uber, pour aller dans un centre, or le plus souvent leur centre de référence ou de compétences. Et puis finalement, ces centres se retrouvent très rapidement, eux aussi, débordés et ne sont plus capables d'offrir une prise en charge de qualité aux patients. Finalement, on rentre dans un cercle complètement vicieux duquel il faut sortir. Et donc, c'est aussi un des objectifs de cette charte. Donc, quand on est un service d'urgence signataire, on accepte et on est d'accord pour prendre en charge des patients de son secteur géographique ou qui correspondent à l'expertise du site. Si je suis un centre avec un accès facile à l'IRM, une unité de neurovasculaire et des services de réanimation, je suis d'accord pour prendre un patient, même s'il vient d'un peu plus loin, mais qui aura une suspicion d'AVC ou de syndrome thoracique aigu, notamment, ou de DHTR, comme on en a parlé ce matin. Aux urgences, un autre point qui pose souvent problème lorsqu'on rencontre les patients, c'est les délais de prise en charge et l'administration des antalgiques, parce que là, c'est vrai qu'on parle surtout de la crise vaso-occlusive dans l'immense majorité des cas. Donc, les services signataires s'engageront à mettre en place des protocoles IAO. Alors, IAO, c'est infirmier d'accueil et d'orientation. C'est la première infirmière qu'on rencontre quand on s'inscrit aux urgences. L'idée, c'est quoi? C'est d'avoir un triage. Un triage, c'est le terme un peu employé pour cette première évaluation paramédicale, rapide, dans les 10 minutes, et une administration d'antalgique rapide. Dès cette étape-là, dès l'infirmière, donc normalement dès les 10-15 premières minutes d'arrivée aux urgences, d'avoir reçu un antalgique adapté au niveau de douleur et à ce que le patient a déjà pris avant de consulter aux urgences, bien sûr. Tout ça est spécifié dans la charte, hein, donc là, c'est juste un résumé. Une fois qu'on a passé l'étape infirmier, il y a les protocoles médicaux. Médicaux, donc là encore, les patients, ils ont été vus par l'infirmier, mais on leur attribue un score entre guillemets de priorité, et donc ça sera stipulé dans la charte qu'il faut que le score de priorité soit élevé pour que les patients soient vus. Grosso modo, je vous passe le détail des échelles qu'on utilise dans les services d'urgence, mais dans les 20 à 30 minutes maximum. On stipule aussi, on aimerait bien que les patients soient vus par des seniors. On sait comment ça passe, les services sont de plus en plus débordés, et parfois, il est assez fréquent désormais que certains patients soient évalués uniquement par des internes et pris en charge uniquement par des internes au cours de leur passage aux urgences. Et ça, dans la charte, on demande à ce que les patients drépanocytaires, du fait de leur complexité et spécificité, soient évalués à un moment de leur prise en charge par des seniors. Et puis, protocole thérapeutique avec des traitements, bien entendu, conformes aux recommandations. Alors ça, c'est assez évident. C'est en place dans plein d'endroits, mais voilà, ça sera formalisé dans la charte également. Un autre point qu'on aborde, c'est les hébergements. Et donc, voilà, on demandera aux structures signataires d'éviter les hébergements hors service de médecine. Là aussi, il y a beaucoup de difficultés structurelles à l'hôpital en ce moment. Voilà, il faudra éviter ces situations. L'utilisation du score Présev, je crois que vous le connaissez, pour la plupart. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, très rapidement, score prédictif, de survenue de STA. Un score donc en fait qui a une très bonne valeur prédictive négative, ça veut dire que quand il est négatif, à 95 dans 95 des cas, pardon, on sait que le patient ne va pas évoluer vers un syndrome thoracique aigu. Quel est l'intérêt? Bah, ce score, il est réalisé dès l'arrivée aux urgences avec des paramètres simples, hein, biologiques et cliniques. Et donc, quand il est négatif, on peut se dire, tiens, je suis rassuré, ce patient n'évoluera pas vers un syndrome thoracique aigu. Et donc, je peux peut-être lui proposer une prise en charge à domicile via un réseau de prise en charge à domicile. Alors là, on a mis l'exemple de Drépadom, c'est celui qu'on utilise à Créteil, mais il peut y en avoir d'autres partout en France, hein. En tout cas, un réseau dédié aux patients drépanocytaires avec de l'oxygène à la maison, une perfusion pour une hydratation IV à la maison et des antalgiques Peros. Donc je pense que vous connaissez pour la plupart bien Drépadom. Voilà, je rappelle juste pour, encore une fois, ceux qui ne connaîtraient pas, qu'on a des résultats très, très, très encourageants avec ce type d'hospitalisation, avec des hospitalisations qui durent moins longtemps qu'à l'hôpital et des consommations de morphine beaucoup, beaucoup moins élevées. Vraiment, de façon assez incroyable par rapport à des patients qui restent à l'hôpital et du même niveau de gravité, hein. Là, je ne compare pas, bien sûr, au syndrome thoracique ou autre, hein, mais des patients qui ont un score aussi négatif mais qui restent à l'hôpital pour une raison ou pour une autre. Quand on compare, il y a vraiment meilleure satisfaction et des hospitalisations plus courtes et moins de morphine à la maison. Et voilà, les 2 derniers points, je les ai rappelés, enfin, je les ai déjà présentés tout à l'heure pour le SAMU, mais c'est pareil pour les urgences, hein. Avoir des référents et participer aux réunions annuelles de réévaluation et des rencontres avec les associations de patients.
Le 3e type de structure concernée, c'est les services d'aval, les services de médecine hein, et les services de soins critiques, soins continus, réanimation, voire unité neurovasculaire, dans certains cas. Ces services signataires, ils s'engageront à assurer une disponibilité de lit. Alors, c'est assez facile à dire et ça dépendra un peu de chaque structure, mais il faut malgré tout, si on sait que dans la semaine, on va avoir 10 patients drépanocytaires aux urgences et qu'on en hospitalise grosso modo la moitié, il faudra quand même faire en sorte que sur l'hôpital, les services signataires s'engagent à libérer 4 à 5 lits chaque semaine pour prendre en charge ces patients. Les protocoles médicaux, je passe rapidement, mais c'est un peu le même principe qu'aux urgences, hein. Avoir des protocoles pris en charge par des seniors et avec des traitements conformes aux recommandations. Coordination avec le réseau de prise en charge à domicile dédié de Répadom. J'en reparle. Pourquoi? Parce que c'est aussi possible d'utiliser ces hospitalisations à domicile pour raccourcir la durée des hospitalisations conventionnelles. C'est pas parce que le patient est monté dans un lit qu'on se dit ah bah c'est fini, je peux plus le mettre dans le Drépanoum. Non, au contraire, on peut l'utiliser à J2, à J3 pour un peu raccourcir la durée d'hospitalisation sur le site. Ça a un double intérêt hein, pour les patients. Encore une fois, je pense vraiment, je suis convaincu qu'ils sont dans un meilleur environnement à la maison et que l'expérience de la crise est beaucoup moins négative pour eux quand ils sont à la maison, avec bien sûr tous les soins et la surveillance adaptée. Et puis pour les services, ça permet de libérer plus rapidement des lits et de pouvoir prendre en charge d'autres patients. Ces services de médecine, on leur demandera aussi un rôle d'alerte envers les centres de référence, centres de compétences, quand des patients présenteront des symptômes sévères, des terrains à risque et surtout en cas de défaut d'adhérence au suivi, parce qu'il y a parfois des patients qui sont hospitalisés, qui ont loupé plusieurs rendez-vous, qui sont plus trop dans le circuit. Et donc là, ça sera aussi le rôle hein, de ce réseau de communiquer et d'alerter le centre de référence. Attention, ce patient, ça fait 2, 3 fois qu'on est en hospice, il suit plus trop ses consultes, le traitement de fond est peut-être pas très bien pris. Voilà un des autres objectifs de la charte. Et les 2 derniers points, c'est les mêmes que pour les urgences et les structures préhospitalières. Et enfin, le dernier niveau de cette charte, ça concerne les centres de référence et de compétences qui bien sûr seront un peu en charge de tout coordonner. Leur rôle, associer chaque structure signataire à un centre. Bon, ça, c'est évident. La ligne d'avis spécialisée, Pierre en a parlé tout à l'heure, c'est déjà grandement fait un peu partout. Mais en tout cas, voilà, tenir une ligne d'avis spécialisée accessible aux structures signataires avec des coordonnées faciles à retrouver et régulièrement actualisées. Offrir l'accès aux dossiers et, quand ils existent, au protocole personnalisé de soins à ces centres signataires. Parce qu'un service d'urgence, s'il sait qu'il peut facilement avoir au bout du fil un centre de compétences, il peut avoir accès au dossier du patient, à son protocole, il va plus facilement être enclin à prendre en charge le patient et surtout, il va lui offrir une prise en charge de meilleure qualité que s'il est complètement en aveugle. Et puis voilà, le rôle de ces centres de référence, ça sera aussi, et de compétences, ça sera d'apporter leur expertise dans l'élaboration des protocoles. Voilà, ils seront en charge de l'organisation, des réévaluations annuelles du dispositif avec les structures affiliées, puis de l'organisation des réunions avec les associations de patients. Information des patients, très important, que ce réseau existe, que maint il y aura un vrai intérêt à appeler le 15, hein. Sûrement, encore une fois, on en a parlé maintenant que les patients, sont un peu réticents à appeler le 15 pour tout un tas de raisons tout à fait justifiées, mais on espère que ça changera, grâce à cette charte et grâce à la création de ce réseau. Et puis, et voilà. Ça ressemble à ça, la charte. Là, j'ai essayé de vous la synthétiser en quelques diapos. Voilà, c'est un peu plus, lourd à lire, mais enfin, il y a 4 pages, hein. Je pense que c'est pas non plus, la fin du monde. Et encore une fois, donc, on a fait plusieurs tours un peu là pour recueillir les avis de chacun. Il y a encore un petit délai cet été, si jamais il y a des retours qui nous viennent et des petits points à améliorer à la marge. Et on espère, à partir de la rentrée septembre, faire le tour un peu des structures et emmener tout le monde avec nous sur ce projet. Voilà.